RICI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Situation toujours critique au Soudan, où le bilan de la répression de lundi s'alourdit, alors que coups de feu et colère se disputent les rues de Khartoum, la capitale. Les défenseurs des droits de l'homme préoccupés par la situation de l'opposition au Zimbabwe, où beaucoup craignent qu'Emerson Mnangagwa n'adopte les méthodes de Mugabe. La liberté de la presse de plus en plus menacée dans le monde, y compris ici aux États-Unis, où Freedom House cite des attaques nouvelles et très inquiétantes de l'administration Trump. Bonsoir à tous. La colère est loin de retomber au Soudan. Ces dernières 24 heures, des coups de feu ont été entendus dans les rues de Khartoum. La répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire au pouvoir a fait, selon un nouveau bilan, au moins 100 morts depuis lundi. Les chefs de la contestation rejettent par ailleurs l'offre de dialogue lancée mercredi par les militaires au pouvoir. Ceux-ci sont accusés par les manifestants d'exercer une répression brutale sur leur mouvement. On fait le point avec Irénée Herman Umbo. Des coups de feu ont été entendus mercredi dans Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire, se dit ouvert à des négociations sans restriction. Une offre tout de suite rejetée par les chefs de la contestation. Les forces de soutien rapide ont été déployées à travers le pays, notamment à Khartoum, mais les manifestants sont déterminés à poursuivre leur combat. Nous allons fermer toutes les rues. Nous ne les laisserons plus nous atteindre. Et nous n'allons pas partir non plus. Nous ne leur donnerons plus la chance de revenir, agir comme ils l'ont fait avec des coups de feu. Nous avons vu des gens mourir devant nous. Ils ont même couru après nous, nous tirant dessus pendant que nous gênions. Lundi, le sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum a été violemment dispersé. Les leaders du mouvement accusent les militaires d'avoir commis un massacre. Le comité de médecins proches de la contestation parle de plus de 100 morts et de plusieurs centaines de blessés. La Fédération internationale des droits de l'homme et 2 organisations soudanaises des droits humains ont appelé à une action urgente de la communauté internationale face à la répression violente de la contestation. L'Arabie saoudite appelle à une reprise du dialogue entre les différentes forces politiques. Le chef adjoint du conseil militaire au pouvoir au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, un ancien chef des miliciens Janjaweed, a prévenu de son côté qu'il ne permettrait pas le chaos au Soudan, où ces hommes sont accusés de la répression brutale de la contestation. Pour parler de cette actualité, accueillons via Skype à New York Souleymane Baldo, expert indépendant des Nations Unies. Monsieur Baldo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir. Après avoir annoncé la tenue des élections hier, les militaires sont revenus sur leur décision et proposent maintenant un dialogue sans condition. Mais cette offre est rejetée par la contestation. Comment juger ces deux attitudes ? En ordonnant l'assaut armé par des milliers de soldats de l'armée régulière et des milices de Rapid Support Forces, les forces de déploiement rapide, contre des manifestants civils non armés, les militaires ont aliéné toute la population du Soudan. Ils se sont inscrits dans la boîte des ennemis de cette population parce qu'ils ont commis un massacre qui était tout à fait inutile. Et donc, cet appel est vu comme un manquant de crédibilité et comme une manœuvre comme une autre pour le Conseil militaire de transition d'essayer de sauver, disons, sa situation qui est vraiment très difficile à tenir maintenant. Une situation sur le terrain où on constate qu'il y a des coups de feu, mais qui est-ce qui tire ces coups de feu? Vous avez une idée? Le Conseil militaire a ordonné une opération de terrorisation de la population. Ces forces régulières, des milliers de soldats de forces de déploiement rapide, surtout, se sont déployés dans les quartiers résidentiels. Elles tirent dans l'air ou bien sur des passants au coup d'hasard pour terroriser la population. Et ce n'est pas seulement cela. Ils sont en train de fouetter les gens
femmes et hommes et enfants qu'ils croisent, qui ont le malheur de les croiser. Ils ont attaqué des hôpitaux. Il y a 3 hôpitaux. L'Organisation mondiale de la santé a dénoncé ces attaques où des médecins étaient en train de soigner des centaines de blessés par balles à cause des feux de cette armée qui a déshonoré, disons, son rôle d'armée nationale. Et ces milices qui ont commis ces atrocités dans toute leur carrière depuis les années 2003 au Darfour. Alors, certaines organisations des droits de l'homme demandent qu'il y ait une mission d'enquête qui sera menée par les Nations Unies et l'Union africaine. Vous partagez cet avis? Certainement. On ne peut pas compter sur l'impartialité ou bien le professionnalisme d'une enquête qui est menée par, disons, ceux qui ont commandé ou perpétré ce massacre, n'est-ce pas? Et donc, il faut, pour assurer tout le monde, avoir une enquête indépendante menée conjointement par les Nations Unies et l'Union africaine pour en arriver à définir les rôles et les responsabilités dans la commission de ces massacres qui durent depuis lundi. Depuis lundi, donc. Oui. Souleymane Baldo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert indépendant des Nations Unies. Merci. Des dizaines de personnes sont portées disparues dans le district de Bududa, dans l'est de l'Ouganda, à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. C'est ce qu'annonce ce mercredi la Croix-Rouge locale. Les premières informations qui nous parviennent font état d'environ 150 maisons qui pourraient avoir été détruites, de 5 personnes présumées mortes et d'environ 50 disparues. C'est ce qu'indique donc la Croix-Rouge dans un communiqué. Et puis, le groupe État islamique affirme pour la première fois être impliqué dans les combats opposant les forces armées mozambicaines aux insurgés islamistes, actifs depuis fin 2017 dans l'extrême nord du Mozambique, notamment dans la province de Cabo Delgado. Plus de 200 personnes ont été tuées à la machette ou brûlées vives lors de raids sur des villages et d'embuscades sur les routes dans cette région, à majorité musulmane et riche en gaz et où sévissent donc des extrémistes musulmans prônant l'application stricte de la charia, la loi islamique. Mais l'armée mozambicaine dément catégoriquement la présence de l'État islamique sur le terrain. Au Tchad, société civile et opposition dénoncent ce qu'elles appellent la défaillance du pouvoir qui menace de rétablir la cour martiale supprimée en 1993 au moment où les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se multiplient dans le pays. Le président Idriss Déby Itno a en effet fait état mardi à N'Djamena de fortes complicités locales avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la région du lac Tchad, où les militaires du groupe ont mené au moins 8 incursions depuis juin 2018. Le chef de l'État a appelé à dénoncer tous ceux qui servent de relais aux terroristes. Les organisations de défense des droits de l'homme au Zimbabwe se disent préoccupées par ce qu'elles qualifient de répression menée par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa contre les militants de l'opposition. Ils citent notamment le cas de 7 activistes qui avaient été arrêtés alors qu'ils revenaient d'une conférence aux Maldives. Ces organisations craignent que le gouvernement Mnangagwa n'adopte les mêmes procédés que son prédécesseur Robert Mugabe pour réprimer l'opposition. C'est un reportage de Columbus Mavunga à Harare. Thierry Kaoré nous en fait le récit. Makombolero Aruzevich vient de quitter la prison de haute sécurité du Zimbabwe où il a rendu visite aux 7 activistes détenus et inculpés pour trahison. Il est un ami de la famille de Tatenda Mombeyarara, l'un des détenus âgé de 37 ans. C'est une charge sans fondement. C'est une accusation qu'ils utilisent pour décourager les défenseurs des droits de l'homme et la société civile au Zimbabwe. Mais la réalité sur le terrain est que l'économie est en baisse. Le pays souffre, alors le gouvernement est en train d'intimider la population pour la calmer. Le ministre zimbabwéen de la Justice, Ziyambi, a déclaré que le gouvernement ne fera pas de commentaires sur l'affaire qui, désormais, est devant le tribunal. En rappel, les 7 personnes ont été arrêtées le mois dernier à l'aéroport international de Harare alors qu'elles revenaient d'un atelier qui s'est tenu aux Maldives. Les procureurs les accusent de s'être rendus dans ce pays de l'Asie du Sud pour suivre une formation afin de renverser le gouvernement. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine de 20 ans d'emprisonnement.
Quant aux avocats zimbabwéens des droits de l'homme, ils espèrent que la Haute Cour de justice pourra les libérer sous caution. Nous pensons que ces personnes n'ont commis aucun crime ou délit selon la loi du Zimbabwe. Ils jouissent de plusieurs de leurs droits fondamentaux. Nous pensons que c'est l'un des cas depuis quelques années où nous avons vu le gouvernement s'en prendre à la société civile. L'arrestation des personnalités de l'opposition était une méthode courante utilisée par le président Robert Mugabe au cours de ces 38 années de règne qui ont pris fin en 2017. Des organisations comme Human Rights Watch accusent maintenant son successeur Emmerson Mnangagwa de recourir à la même tactique dans un pays où la crise économique s'aggrave et la colère du peuple va de plus en plus grandissante. Autre liberté en péril, celle de la presse. La liberté de la presse a reculé dans le monde, y compris dans des pays qui ont longtemps été considérés comme libres. L'ONG Freedom House rapporte que de nouvelles formes de répression et de manipulation des médias sont de plus en plus fréquentes de l'Europe centrale aux États-Unis. Freedom House cite notamment des attaques nouvelles et très inquiétantes contre les journalistes et des médias de la part de l'administration Trump. Reportage à New York de Ramon Taylor, récit Claire Morin-Gibourg. Les hommes forts et autres dictateurs ont de tout temps travaillé à saper le travail des journalistes indépendants pour consolider leur pouvoir. Parmi les démocraties fragiles, de nouvelles tactiques sont apparues également selon un nouveau rapport sur la liberté de la presse. Selon Freedom House, l'influence de la Chine se fait sentir, notamment dans ses efforts visant les médias en Afrique. Ils font passer leur message dans des médias complaisants. Ils font également pression sur les journalistes, mais aussi sur les diplomates et les propriétaires de médias s'ils ont besoin d'une censure, tout cela au nom de Pékin. Selon Freedom House, ces perspectives négatives pour la liberté de la presse dans le monde sont le résultat de la montée du populisme. Les deux régions, classées comme les moins libres du monde, l'Eurasie et le Moyen-Orient, Afrique du Nord, ont vu leur score moyen en matière de liberté de la presse diminuer de 9 et 11% respectivement depuis 2014. Mais l'Europe a également contribué au déclin général dans le monde. Si 4 pays sur 5 sont considérés comme ouverts, le score moyen de la liberté de la presse en Europe a chuté de 8%. Pour Freedom House, 16 pays désignés comme ouverts et progressistes ont vu leur score en matière de liberté de la presse diminuer au cours des 5 dernières années. Selon Sarah Repucci, les États-Unis maintiennent de solides protections juridiques face aux menaces et aux attaques dirigées contre des médias indépendants. Les principaux médias ont été très forts pour repousser ces attaques et continuer à publier des informations qui obligent les dirigeants à rendre des comptes. Mais le problème est que les normes peuvent changer et qu'il sera difficile de revenir à l'état où nous étions auparavant. Dans des pays instables tels que le Soudan et le Venezuela, Sarah Repucci affirme que les médias sociaux, malgré leurs défauts, continuent de jouer un très grand rôle en tant que bouée de sauvetage pour les journalistes et pour la démocratie dans son ensemble. C'est à un accueil chaleureux que Xi Jinping a eu droit ce mercredi en Russie. Le leader chinois a été reçu par Vladimir Poutine. Les deux puissances affichent leur entente alors qu'elles traversent pour diverses raisons une période difficile dans leurs relations avec les Américains. La guerre commerciale opposant Pékin à Washington a franchi un nouveau palier le week-end dernier. Assombrissant ses perspectives économiques, les relations russo-américaines, déjà entamées par de nombreuses crises, sont empoisonnées par les accusations d'ingérence électorale depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. La visite de Xi Jinping à Moscou est censée se solder par la signature d'une trentaine d'accords. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les États-Unis, un pays d'immigrants, et cela se célèbre. Dans la capitale américaine, c'est Muriel Bowser, le maire de la ville, qui a lancé les cérémonies de ce mois de juin. Des célébrations pour la fin du Ramadan dans la communauté musulmane. Nous verrons comment, en Californie, une mosquée a décidé de marquer l'événement. Et puis en sport, la Basketball Africa League arrive à grands pas. En Angola, des jeunes talents s'apprêtent pour la compétition grâce à l'encadrement d'anciennes stars africaines de la NBA. Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elisabeth II et 300 vétérans ont donné ce mercredi à Portsmouth, au sud de l'Angleterre, le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, étape clé de la libération de l'Europe de la domination nazie. Au soir du 6 juin 1944, en effet, plus de 150 000 alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10 000 furent tués, blessés ou disparurent dans l'opération. Les célébrations, qui se poursuivront demain jeudi en France, ont commencé avec la projection sur un écran géant d'images du D-Day montrant ces soldats qui, au péril de leur vie, débarquèrent sur les plages de Normandie. Le président américain Donald Trump a par ailleurs conclu à cette occasion une visite d'État au Royaume-Uni entamée lundi. Depuis 2014, les États-Unis célèbrent chaque mois de juin le patrimoine des immigrants. Et cette année, la tradition a été respectée dans la capitale américaine par le maire de Washington, D.C., Muriel Bowser, qui a officiellement lancé un mois de célébration communautaire. Arzouma Compaoré était présent. Voici son compte-rendu. En louant la contribution de ces immigrants, Washington DC célèbre aussi la diversité de sa population. Une diversité qui, selon Madame le maire Muriel Bowser, enrichit la capitale fédérale américaine. Nous célébrons aujourd'hui parce que nous savons que la diversité nous rend plus forts et qu'à Washington, nous sommes aussi forts que nos communautés les plus vulnérables. Nous savons aussi qu'aucune élection présidentielle ne définit notre nation et certainement pas notre ville. Cela fait plusieurs années que Patience habite Washington DC, où sont nés 2 de ses 4 enfants. Avec le chèque de 725 $ qu'elle a reçu et qui représente les frais de naturalisation, elle se dit qu'il est maintenant temps pour elle de devenir citoyenne américaine. Je vis ici depuis 52 ans et je n'ai jamais pensé à prendre la citoyenneté jusqu'à présent. Cela me touche beaucoup de recevoir ce chèque aujourd'hui et je tiens à remercier la maire de nous avoir ouvert la porte ainsi qu'aux générations futures. Des événements et des programmes comme celui-ci sont organisés dans toute la ville pour sensibiliser les gens à ce que cela signifie être un immigrant, une question que nous avons posée aux Washingtoniens. Mes parents sont des immigrants et ils ont su créer un environnement dans lequel je pouvais connaître et assumer les valeurs de chez nous. Il faut du courage pour quitter ce que l'on connaît déjà, ce qu'on a de familier et avec lequel on est peut-être confortable. Nous voulons nous exprimer en faisant ce que nous aimons, la danse. Vous embrassez le monde quand vous venez ici. Vous montrez au monde que vous pouvez, en tant qu'immigrant, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture que vous ne connaissez pas et c'est génial. Cela veut dire que nous nous réunissons tous pour créer quelque chose. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous venons ici, pour être quelque chose, pour être ensemble, pour être unis. Je suis immigrée, donc je dois apprendre tout, je dois m'ajuster, je dois m'adapter. C'est pas quelque chose de facile à faire pour beaucoup de gens.
Et alors que les habitants de Washington DC passent devant l'installation du cœur géant sur la place civique de Columbia Heights, un message important leur est rappelé, celui de célébrer la diversité partagée, ce tissu unique qui fait l'Amérique, non seulement pendant le mois du patrimoine de l'immigrant, mais également chaque jour de l'année. Fidèle au poste, il nous a rejoint et c'est pour parler de sport. Lui, c'est Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. On commence par ce coup de tonnerre à la CAF. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, un tremblement de terre dans le football africain. La CAF a décidé que la finale retour de la Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, qui a sacré les Tunisiens dans la confusion totale vendredi, sera rejouée hors de la Tunisie après la CAN. Vendredi dernier, justement, à Rades, le club marocain a décidé de quitter la pelouse pendant le match après un litige concernant l'assistance vidéo à l'arbitrage qui ne fonctionnait pas. Le score du match aller, qui était de 1-1, sera donc conservé. Cette décision jette le trouble tour du football africain à seulement 2 semaines du début de la CAN en Égypte. Football toujours, Gianni Infantino a été réélu sans surprise pour un deuxième mandat. Le président de la FIFA, seul candidat en lice, a été reconduit jusqu'en 2023 à Paris lors du 69e congrès de la Fédération internationale de football. Un mondial 2018 en Russie, sans faute, l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage ou encore un mondial 2026 à 48 équipes attribué au trio États-Unis-Canada-Mexique. Le bilan de Gianni Infantino a convaincu les 211 fédérations membres. Il s'est aussi réjoui de la solidité financière de son organisation qui a vu ses revenus passer de 4,6 milliards à 6,4 milliards de dollars sur le cycle 2015-2018. Le dirigeant suisse qui avait succédé, on se rappelle, en 2016 à Sepp Blatter, a été réélu par acclamation. Et puis, ici, en NBA, nous parlons basketball. Golden State fera encore sans Kevin Durant pour le match numéro 3 ce soir. Et le joueur des 2 dernières finales NBA, l'ailier des Warriors, ne s'est toujours pas remis de sa blessure contractée à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match numéro 5 de la demi-finale de la conférence Ouest. Sans lui, son équipe a éliminé Houston 4-2 puis Portland 4-0. Mais il a cruellement manqué aux Warriors lors du match numéro 1 de la finale, remporté 118-109 par Toronto. Les Warriors ont depuis égalisé à une victoire partout en s'imposant 109-104 dimanche à Toronto justement. Et puis, une finale donc NBA qui fait rêver jusqu'en Afrique. Et justement, la Fédération internationale de basketball, connue disons sous l'appellation FIBA, attend avec impatience la Basketball League Africa, initiée et impulsée par la NBA. Cette compétition s'annonce comme étant une vitrine pour des jeunes pousses africaines du basket. Mais en attendant le démarrage effectif de la balle à Luanda, en Angola, donc, des anciennes stars africaines de la NBA, à l'image du Congolais Dikembe Mutombo, aident déjà les jeunes talents à monter d'un cran. Sur place dans la capitale angolaise, Elisabeth Casimiro a suivi une séance d'entraînement. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Ils sont jeunes et passionnés de la balle au panier, ici dans la capitale angolaise. Ces jeunes talents sont à l'école de Mutombo Dikembe, ancienne gloire congolaise de la NBA, qui a séjourné à Luanda toute la semaine dernière. Je pense que ma présence signifie beaucoup pour ces jeunes gens qui jouent ici. Je suis toujours bienveillant à leur égard. Nous les suivons, nous voulons qu'ils réussissent et nous voulons que le basketball continue de croître sur le continent. Cette semaine de stage a été organisée par Will Voigt, un entraîneur américain de basketball à la tête de l'équipe nationale d'Angola. Nous faisons de notre mieux pour leur donner l'opportunité d'apprendre et de grandir. Nous avons déjà vu de quoi les joueurs venant du continent sont capables. Et cela ne fait aucun doute pour les basketteurs angolais qui dominent la scène continentale. Mieux, cette année, l'Angola a accueilli la finale de la FIBA Africa Basketball League et la formation locale du 1er de agosto a été sacrée pour la 9e fois championne d'Afrique devant l'AS Salé de l'Égypte, battue 83-71. De quoi donner une raison de plus à la NBA de s'intéresser au basketball africain à travers la Basketball Africa League. Le concept est africain. Ce n'est pas une distinction nationale, mais plutôt africaine. C'est pourquoi nous donnons la possibilité au pays d'avoir, en plus de joueurs étrangers, des joueurs africains. Le lancement de cette Basketball Africa League, qui regroupera 12 pays, se fera fin janvier 2020. Et on attend donc cette Ligue africaine de basket avec impatience, John. Merci, Yacouba. Et puis,
Les musulmans du monde entier célèbrent la fin du Ramadan, le mois du jeûne, avec la fête de l'Aïd el-Fitr. Pour une mosquée en Californie, le festival transmet un message d'espoir aux minorités persécutées et à ceux qui souffrent en raison de leur religion. Le reportage a été fait par Mike O'Sullivan. Le récit est de Gabi Dorsil. Cette mosquée, appelée Masjid al-Fatiha, accueille en cette occasion le consul général de Thaïlande. Fondée par des musulmans thaïlandais, une minorité vivant dans un pays à majorité bouddhiste, la mosquée abrite maintenant des musulmans de toutes les régions du monde réunis ce jour pour célébrer. En fait, il s'agit non seulement de vous transformer pendant les 30 jours de jeûne, mais aussi les temps à venir, de chercher à devenir une meilleure personne. Avec un message de réconciliation dont certains disent qu'il est nécessaire dans leur pays d'origine. L'Asie fait face à une recrudescence de réfugiés musulmans Rohingyas originaires de Myanmar, un pays à majorité bouddhiste, où des enquêteurs onusiens ont documenté des assassinats et viols collectifs commis par l'armée birmane. Et la Thaïlande est aux prises avec les attaques de séparatistes musulmans. Un fidèle a déclaré que tous bénéficieraient du message positif des principales religions. De bonnes relations, l'entraide, la collaboration, faire des dons aux pauvres, nous faisons tous les mêmes choses. C'est un festival communautaire, une fête de famille, avec un message. En famille, on peut se chamailler, mais à la fin, il faut s'aimer les uns les autres. Ces Américains musulmans peuvent être un modèle pour ceux qui vivent dans des zones à crise, explique l'imam né en Thaïlande. Pour voir comment nous réussissons dans ce pays, sachant que nous sommes la minorité de la minorité musulmane d'Amérique. Une minorité rassemblée dans un même esprit d'adoration et de célébration. Et maintenant, parlons de jeux vidéo. Feo, un orang-outan, où j'arrive, originaire de Bornéo, sautera bientôt d'arbre en arbre des parcs de New York à Nairobi. C'est en fait le personnage d'un nouveau jeu vidéo visant à promouvoir la conservation des espèces en voie de disparition. Internet of Elephant, une société de logiciels basée au Kenya, est à l'origine de cette production. Analyser cette biomatière et tous les fruits que Feo laisse tomber ouvre plus d'informations sur Feo. C'est donc à l'occasion de cette journée internationale de l'environnement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.